Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. En plein sommet Russie-Afrique, Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, a choisi de déposer ses valises au Cameroun. Paul Biya, invité depuis mars 2019, à prendre part à cet événement considéré comme la réplique des sommets de la coopération sino-africaine, est resté à Yaoundé. Pourquoi? Nous ne saurions vous le dire. Toutefois, alors que s'ouvre à Sochi le premier sommet Russie-Afrique, Paul Biya a choisi de recevoir le patron du Quai d'Orsay. Au menu de l'entretien, les sujets sur la relance de la coopération économique entre Yaoundé et Paris, mais aussi le climat sociopolitique qui prévaut au Cameroun. Demain, le chef de la diplomatie française viendra à Douala, jour de clôture du sommet Russie-Afrique, pour l'inauguration, cette fois officielle, du deuxième pont sur le Vouri. Ouvrage construit par une entreprise française sur financement de l'Agence française de développement. Tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelé. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal, le vrai. Et tout de suite, et maintenant, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Le Drian au Cameroun, un timing qui intrigue. Pour en parler ce soir, je suis en plateau. Ce soir avec Célestin Djamène. Bonsoir Célestin et bienvenue une fois de plus sur le plateau Equinox Soir. Bonsoir Cédric, bonsoir Serge Alain, autant pour moi. Oui. Alors, on est des amis, oui. On ne va pas trop chipoter là-dessus. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, une chaîne qui nous a beaucoup apporté en termes d'informations impartiales, objectives. Je crois qu'aujourd'hui, cette chaîne est extrêmement appréciée. Certains y ont vu un parti pris. Non, mais ils n'ont pas d'arguments. Je n'ai pas trouvé des arguments valables pour exposer leur affirmation. En conséquence, je considère que Equinox fait ses preuves sur le terrain depuis des années. Aujourd'hui, elle est dans une espèce, on ne va pas dire de zénith, mais je crois qu'il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Ce qui est certain, c'est que, de mon point de vue, de toute façon, l'information la plus objective et la plus impartiale nous a été, tout au long de mon incarcération, et puis même bien avant, délivrée par la chaîne Equinox. Donc je suis très ravi de me retrouver de nouveau dans ce studio aujourd'hui. Ça m'a un peu manqué. Et puis... dis-moi, c'est quand même qu'en janvier, avant le 26, vous étiez sur ce plateau, je crois 2 ou 3 reprises. Oui, tout à fait, absolument. Vous étiez un client régulier et qui nous reçoit. J'étais un invité récemment, régulièrement, j'allais dire, invité sur le plateau. J'appréciais beaucoup cette marque, on va dire, d'estime que le présentateur m'accordait. Donc, je dois dire que c'est une situation avant mon arrestation qui m'a semblé assez juste, parce que nous avions, en tout cas nous, pendant la période électorale, même post-électorale, beaucoup de choses à dire, et donc cette chaîne a cru devoir ouvrir leur micro à ma modeste personne, donc je l'apprécie énormément. Bon, maintenant, après mon incarcération, je suis de nouveau invité, et puis je le ressens de manière extrêmement positive. Je suis très 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 reconnaissant de cette marque de gratitude et en tout cas d'appréciation. Célestin Djamène, ce matin, c'était cette messe d'action de grâce que vous avez demandé au niveau de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Pourquoi Célestin Djamène a décidé de on va dire comme ça, se confier à Dieu aujourd'hui? Oui, je crois qu'il ne faut pas prendre cette situation d'aujourd'hui comme une exception, oui. Mais en tout cas, j'ai tenu de manière assez solennelle à marquer toute ma gratitude et
mon intime remerciement au Seigneur, en tant que, je l'ai rarement dit sur le plateau de télévision, en tant que fervent croyant, en tout cas chrétien convaincu. Ce qui est sûr, c'est que j'ai considéré cette libération comme un petit miracle, si j'ose dire. Tout le monde. Un petit miracle. Oui, parce que évidemment, certaines personnes peuvent faire valoir que sur le plan juridique, il n'y avait pas d'éléments vraiment tenables pour seulement nous juger, parce qu'en vérité, nous étions en train de comparaître devant un tribunal militaire qui n'avait pas compétence pour nous juger. Donc il y avait beaucoup à redire sur le plan déjà juridique, et d'autant plus que tout le monde sait que lors de notre arrestation, il n'y avait pas de raison de nous arrêter, puisque d'abord ça s'est fait dans des conditions extrêmement abracadabrantesques, il n'y avait pas de titre d'arrestation, si j'ose dire. Et ensuite, notre mise en détention provisoire s'est passée tout autant de manière extrêmement incompréhensible et incroyable, parce qu'on a vu devant nous un juge d'instruction qui s'est livré tout de suite, tout de go, à l'inculpation, alors que devant les accusés, il doit d'abord rappeler les faits. Parce qu'évidemment, si on commence à rappeler les faits, on se rend compte de l'énormité, le fossé qui sépare les faits et les inculpations. Imaginez-vous par exemple que marcher au Cameroun peut correspondre à une hostilité contre la patrie. C'est absolument incroyable. Marcher 5 minutes sans casser, de manière extrêmement pacifique, vous tombez sous le coup d'une hostilité contre la patrie, sous le coup d'une insurrection, sous le coup d'une rébellion, sous le coup d'attroupement. Donc c'est la raison pour laquelle ce juge d'instruction, il y en a eu deux tout au long de ce procès, cette procédure, aurait pu d'abord rappeler les faits, comme l'exige le code de procédure pénale. Il ne l'a pas fait, donc il est passé directement parce qu'il avait reçu des instructions de sa hiérarchie. Il s'agissait d'un juge militaire, évidemment, c'en étonne personne, donc il est rentré tout de go dans les inculpations. Donc voilà, ça a été émaillé des incongruités ainsi, et puis finalement, Dieu est intervenu, parce que c'est mon avis, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé cette messe de remerciement, cette messe d'action de grâce au Seigneur ce matin à la cathédrale de Douala. Georges Sémé, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Tout. Voilà, bienvenue sur le plateau une fois de plus, Georges Sémé. Merci, ça faisait un moment que je ne suis pas venu sur l'Equinox Soir, et je salue particulièrement tous les téléspectateurs de votre plateau, et je suis très content de retrouver Célestin Djamène, avec qui j'ai souvent fait quelques plateaux, mais suite à ce moment particulier qu'il a connu avec son arrestation, on ne s'est plus beaucoup vu. Bon, c'est une page qui est désormais tournée avec la messe d'action de grâce qui a eu lieu ce matin, et on peut reprendre nos joutes sur les plateaux. Je salue également mon copanéliste à côté de moi. Oui, justement, lui c'est Edmond Kouyaté. Bonsoir Edmond. Bonsoir Serge, bonsoir à Georges, singulièrement bonsoir à mon frère et ami Célestin Djamène, avec qui, évidemment, on n'a plus eu l'occasion de se retrouver depuis qu'il a vécu, n'est-ce pas, son aventure, sa mésaventure, autant pour moi. Et donc, je suis tout heureux, tout joyeux de le retrouver, n'est-ce pas, sur le plateau ce soir. Bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox. Voilà, il est attendu sur ce plateau pour défendre les couleurs du RDPC. Lui, c'est André Luther Meka. Je crois qu'il est déjà quelque part dans nos studios. Je commence avec vous, Edmond Kouyaté. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères au Cameroun. Pendant ce temps, Vladimir Poutine et le président égyptien Al-Sisi qui lancent le premier sommet Russie-Afrique. Pourquoi on a tendance à épiloguer là-dessus sur la présence de Jean-Yves Le Drian, alors que le président Biya a reçu son invitation au mois de mars pour ce premier sommet? Écoutez, Serge Alain, comment on doit comprendre ça? Serge Alain, pour mieux comprendre, n'est-ce pas, cette situation, vous avez rappelé quelques contextes. Il faut aller chercher, il faut analyser cela sous le prisme de la géopolitique internationale. Il faut comprendre un certain nombre de faits et un certain nombre d'acteurs. Vous avez bien fait de le rappeler, Jean-Yves Le Drian arrive au Cameroun alors que précédemment, le chef de l'État Paul Biya avait reçu une invitation, n'est-ce pas, du président russe Vladimir Poutine pour participer... Remise par l'ambassadeur. Par l'ambassadeur, n'est-ce pas, pour participer à ce sommet, ce tout premier sommet. Voilà, c'est le tout premier. Alors donc tout le monde savait, c'était annoncé, on savait que le président, n'est-ce pas, devait se rendre, n'est-ce pas, en Russie à cette période-ci et avec ses pairs africains pour participer à ce sommet. Mais seulement, depuis que le président a fait une visite du côté de Paris, il a rencontré Macron, il semble que l'agenda a complètement changé. Et donc... Donc vous voulez nous dire, Edmond Kouyaté, que tout s'est joué entre le 10 octobre
la rencontre de Lyon entre Macron et Biya et ce jour-ci. Mais bien sûr. C'est là où tout s'est ficelé. Tout s'est joué à ce niveau et c'est pour ça que j'ai dit que pour bien comprendre cela, il faut rentrer, n'est-ce pas, dans la géopolitique mondiale. Il faut bien comprendre une chose. Nous sommes dans un contexte assez compliqué où la France est en train de perdre son influence dans son précaré et la France s'est fait bousculer ces derniers temps depuis par l'empire du milieu, la Chine. La Chine qui a usé d'une arme qui est très forte en géopolitique, c'est-à-dire la monnaie, les finances. Vous savez, à un moment où les États africains commençaient à subir un peu le chantage des grandes institutions, des grands bailleurs de fonds européens, occidentaux, au moment où le FMI continuait à poser davantage de conditions, la Banque mondiale posait davantage de conditions et parfois des conditions un peu prohibitif, il faut le dire, pour accéder, n'est-ce pas, à la manne financière. La Chine, elle est venue et a commencé à donner des prêts sans condition, ce qui a amené beaucoup d'États africains à se rendre du côté de la Chine et ceci a amené, n'est-ce pas, la France, qui, il faut le dire, en matière financière, connaît aussi pas mal de soucis et donc ne pouvait pas faire le poids avec la Chine et donc, même dans son précaré, la France a commencé à perdre beaucoup d'influence et cette influence se traduit également dans la part, n'est-ce pas, dans la perte importante de parts de marché. Il faut savoir que dans le précaré français, le marché, la taille du gâteau en termes de marché pour la France était avant 100% et donc elle ne discutait avec personne. C'était une espèce de chasse gardée et depuis que la Chine est arrivée, n'est-ce pas, les parts de marché de la France sont tombées dans certains pays à 20%, dans d'autres à 25% et même dans d'autres pays en deçà de 20%. C'est très important. Et vous avez compris très bien que depuis un certain temps, la Russie aussi, telle une pieuvre, étend ses tentacules en Afrique. On sait qu'elle est très bien installée du côté de la Centrafrique et qu'aujourd'hui, il y a des accords assez soutenus entre la Centrafrique et, n'est-ce pas, et la Russie. Et il faut savoir que la Russie, cette fois-ci, vient au-delà de l'espace de l'outil monétaire, financière. La Russie vient avec une autre force qui est très importante dans la géopolitique, ça c'est la force militaire. Vous savez très bien que c'est avec, n'est-ce pas, cet argument que la Russie a pu, n'est-ce pas, je vais dire, dégager ou alors faire causer des soucis à la France au niveau de la Centrafrique. Okay. Et donc, la Russie étend ses tentacules peu à peu. Vous savez que aujourd'hui le Cameroun, c'est un hub en Afrique centrale. Et donc, en Afrique centrale, qui tient le Cameroun tient presque toute l'Afrique centrale. Et il faut savoir que la France ne veut pas avoir davantage de soucis. La France a donc vu en la venue de Paul Biya, ou n'est-ce pas, Macron a vu en son venue une occasion de négocier, parce qu'il faut savoir que sur la table, quand on parle géopolitique, on parle essentiellement intérêt, du donnant-donnant. Et donc ça, c'est la diplomatie informelle qui a joué. Il faut savoir que le président Biya aussi trouve là l'occasion, parce qu'il faut savoir que le président Biya qui a en ce moment des soucis, pas mal de soucis avec le NOZO, avec la crise anglophone et tout cela, et qui est un peu harcelé sur le plan international avec tout ce qu'il y a comme crise, c'est-à-dire que l'ONU et l'Union européenne qui ne cessent de prendre des résolutions, et donc le président Biya a également besoin de soutien, n'a pas... Et donc, c'est l'occasion de marchander un peu. Qu'est-ce que vous me posez sur la table? Je suis prête. Et puis la France qui dit, bon, écoute, moi, je ne voudrais pas que tu participes à ce sommet parce que ça donne l'occasion véritablement de donner trop de poids à la Russie. Bon, il faut trouver une occasion. Donc, ça se change là, ça se joue dans la diplomatie informelle. Et donc, c'est comme ça que l'agenda, tout de suite, il y a comme une coïncidence de fait. Jean-Yves Le Drian arrive avec une espèce de maquillage de diplomatie formelle. Il vient inaugurer le pont sur le Vouri. Il vient rencontrer, n'est-ce pas, un certain nombre d'acteurs politiques. C'est du maquillage officiel, mais officieusement, ça s'est joué avec des choses que vous et moi ne pouvons pas connaître. André Luther Meka, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà. C'est un plaisir de participer à cette émission. Voilà, André Luther Meka, le sommet de Sochi, Russie-Afrique qui commence, Jean-Yves Le Drian qui est à Yaoundé. Comment vous... Il y a un lien entre les deux événements? Je pense pas qu'il y ait... Qu'est-ce qui s'est passé pour que le président qui a reçu son invitation des mains de l'ambassadeur russe à Yaoundé en mars dernier ne se rende plus à Sochi pour recevoir, on va le dire comme ça, pour recevoir Jean-Yves Le Drian aujourd'hui? Bon, disons que je ne peux pas établir une corrélation directe entre le fait que le président ne soit pas parti
en Russie avec la visite de Jean-Yves Le Drian. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme vous pouvez le constater, la France est également très intéressée par le Cameroun. Le Cameroun est un peu comme une belle femme qui a plusieurs atouts et dont il faille séduire. Et je pense que dans ce cas, la France, d'après les estimations, qui a près de 55%, n'est-ce pas, d'actifs dans l'économie moderne au Cameroun, a beaucoup plus d'intérêt à venir, n'est-ce pas, négocier un certain nombre de choses. Mais ce que je sais, n'est-ce pas, de la visite de Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est notamment dans le sens de pouvoir, après un certain nombre d'effets du grand dialogue national, de pouvoir proposer la participation, l'accompagnement de la France, notamment dans le cadre de la décentralisation, notamment dans le cadre de l'implémentation du statut spécial du NOZO, et certainement aussi sur le plan économique, de redynamiser, n'est-ce pas, l'apport, n'est-ce pas, de la France dans le système économique. Je tiens à rappeler qu'il aura certainement une entrevue avec, n'est-ce pas, le cercle des hommes d'affaires français, notamment, et le GICAM, par rapport à l'apport du secteur privé et, n'est-ce pas, l'apport de la France par rapport à l'économie au Cameroun. Donc, il me semble que c'est non seulement une visite diplomatique, économique, mais une visite aussi politique, parce qu'après le grand dialogue, certainement, il y a un certain nombre d'implémentations qui doivent être faites. Et cette implémentation, je crois que M. Yves Le Drian voudrait effectivement avoir un mot à dire là-dessus. Et c'est un peu ça qui gêne un peu les Camerounais, parce que nous avons toujours pensé que le Cameroun est un pays libre, qui a une souveraineté, et je crois certainement que quand il vient avec, n'est-ce pas, le ton conciliant, avec, n'est-ce pas, le ton gagnant-gagnant, pour que les choses puissent aller dans ce sens. Mais il faut aussi dire que dans le cadre, n'est-ce pas, de la sécurité dans le lac Tchad, il y a une idée de Macron qui a été émise à Biarritz, je crois, de pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il y ait un partenariat de sécurité, de stabilité. Et vous savez très bien que le problème de Boko Haram intéresse plusieurs pays, notamment le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Donc, je crois que le Cameroun, dans cette plateforme stratégique, a également un rôle à jouer. Et je crois que là aussi, les deux hommes d'État vont certainement échanger à ce niveau. Mais ce qui m'inquiète le plus souvent, c'est que dans ce genre de visite, nous voyons souvent les hommes politiques endimanchés, très endimanchés, et se mettre en rang pour aller rencontrer ces émissaires d'Occident, pour aller faire le Congo-Ça auprès, n'est-ce pas, des ministres, et dire qui a fait ceci, qui a fait cela. Et c'est ça qui infantilise même les hommes politiques de l'opposition. Et c'est pour ça que je crois que lorsque cet homme d'État viendra, et nous avons beaucoup d'histoires à partager. Il est déjà là? Voilà, il est déjà là, il est même arrivé tout à l'heure. Le président l'a reçu déjà aussi? Oui, je crois qu'il a été d'abord reçu par le ministre de la Communication. Donc, accueilli, voilà, reçu. Donc, je crois qu'il est important aussi de demander aux hommes politiques de l'opposition d'avoir un sursaut d'orgueil, de ne pas toujours aller faire le Congo-Ça chaque fois. Vous savez déjà ce qu'ils vont dire à Jean-Yves Le Drian, André Luther Meka? Oui, mais vous savez, avec la pensée qu'ils vont toujours, parce qu'à vous écouter, on a comme l'impression qu'ils vont peindre le Cameroun en noir. Non, en fait, quand... Sur quoi vous basez pour le dire? Ben, écoutez, quand ces grands hommes d'État viennent au Cameroun, il y a beaucoup de Congolais qui circulent. Avant qu'ils arrivent, ils ont des rapports qui sont tout à fait nocifs pour le Cameroun. Ils ont un certain nombre de dires des hommes de l'opposition. Et ces hommes de l'opposition sont souvent surpris que lorsqu'ils rencontrent le sage, le président Biya, qui a la maîtrise géopolitique et qui a toute cette sagesse, et que l'homme d'État ressort un peu tatillon par rapport à tout le Congo-Ça qui lui a été fait par l'opposition. L'opposition est certainement étonnée. Donc, je me dis qu'il est important pour que les hommes de l'opposition se respectent et disent ce qui est vrai et participent dans ces débats comme des hommes d'État au lieu toujours d'aller faire le Congo-Ça. Célestin Djamé. Attendez, en mai 2019, Jean-Yves Le Drian, à l'Assemblée au Palais Bourbon, il disait comme ça, il se montrait très préoccupé par la situation de l'opposant. C'est comme ça que c'était écrit, Maurice Kamto. Et il dit que Paris faisait pression régulièrement et fortement sur le régime de Yaoundé. Il y a eu, on l'a vu, on était au mois de mai, 5 mois après, il y a eu le grand dialogue national et le président
MRC, Maurice Kamto est sorti de prison, ainsi que vous. Oui, sur l'action de Paris. Oui, et Jean-Yves Le Drian. Avant d'y arriver, j'écoutais tout à l'heure... André Luther Meka. Oui, tout à l'heure, l'exposé d'André Luther Meka, qui est obsédé par son obsession contre l'opposition, lui prête des idées de la manière dont elle devrait se comporter ou elle pourrait se comporter face à Jean-Yves Le Drian. Mais je dirais que tout à l'heure, il a évoqué la sagesse de M. Paul Biya, celui qui occupe aujourd'hui Étoudi, en disant qu'il était sage. On voit où nous ont mené la sagesse de M. Paul Biya. 3000 morts dans le Nozo, un Cameroun complètement par terre sur le plan économique, une justice totalement dévergondée et un système sanitaire absolument désastreux. Voilà la sagesse de M. Paul Biya, où ça a emmené le Cameroun. Maintenant, sur la question que vous me posez, je crois que M. Jean-Yves Le Drian est venu pour entretenir les relations néocoloniales entre la France et le Cameroun. Récemment encore, M. Biya a déclaré, il me semble-t-il, à Lyon, qu'il était venu pour rendre compte à un homologue, n'est-ce pas, M. Macron. Donc ça vous démontre à satisfecit la relation de maître à esclave qui a toujours existé entre la France et le Cameroun. Le Cameroun, qui d'une manière absolument scandaleuse, continue à dire qu'il est souverain et indépendant, alors que les faits démontrent exactement le contraire. Rappelez-vous qu'en 2015, le Cameroun a signé un accord de coopération militaire avec la Russie. 2 ans plus tôt, en 2013, il l'a fait dans le même genre avec la Chine. On sait très bien que M. Fillon était ici au Cameroun en 2009, alors qu'il était Premier ministre de M. Sarkozy, pour renforcer les accords de défense avec le Cameroun. Donc, où est la souveraineté du Cameroun? On sait bien que Sageo Satom a construit le deuxième pont sur le Gouri, 60 ans après les indépendances. Le Cameroun est toujours incapable, de par ses techniciens ou polytechniciens, de construire un pont. Donc, où est l'indépendance et la souveraineté du Cameroun? Donc, c'est quand ça l'arrange. Vous savez en même temps que, par exemple, les États-Unis ont une base militaire secrète à Garoua, à l'heure où on parle. Le Cameroun est sous contrôle, n'a aucune espèce de souveraineté. Quand on voit en plus que M. Biya brade les hectares, les milliers d'hectares au Cameroun, dans l'est du pays, aux Chinois, c'est absolument inconcevable. Où est la souveraineté, où est l'indépendance du Cameroun? Donc, on ne parle pas d'indépendance du Cameroun, elle est sur le papier. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est qu'il puisse y avoir, comment dirais-je, un changement fondamental dans le système de gouvernance. Ça ne peut venir que si, effectivement, M. Biya prend en compte, n'est-ce pas, les résultats de l'élection 2018 en s'attelant à convoquer les États généraux et non pas le dialogue, comme on l'a vu récemment, en convoquant des États généraux où on procédera naturellement à la passation de pouvoir, une transition pacifique de pouvoir au président véritablement élu. Alors maintenant, quand je reviens à ce qu'a dit M. Meka, je crois qu'il est tout à fait malsain de penser aujourd'hui un instant que M. Le Drian est venu, n'est-ce pas, dans le cadre strictement diplomatique. On sait très bien que c'est pas la première fois qu'un chef du département des relations extérieures français arrive au Cameroun. On se souvient que M. Laurent Fabius était ici en 2015, me semble-t-il, pour récupérer comme un colis, n'est-ce pas, M. Laurent Fournier, après que M. Biya ait fourgué 15 milliards aux ravisseurs, n'est-ce pas, parce que c'est un blanc, alors qu'il y avait des prises en otage camerounais qui croupissaient. Mais comme on est camerounais et noir, ça n'intéresse pas. Quand c'était la famille française Moulin-Fournier, eh bien, il a fallu sortir 15 milliards pour donner aux réviseurs. Ça a valu une descente de M. Fabius, qui l'a remercié en Mondovision. Hein, l'élève a bien travaillé, le maître était content. Aujourd'hui, on a la suite. M. Le Drian arrive au Cameroun et essaie de s'arroger la paternité, n'est-ce pas, de la décantation, n'est-ce pas, de la décrispation, entre guillemets, politique au Cameroun. Voilà l'objet de sa visite. Il veut montrer que la France est le maître. Le maître vient parler à l'esclave. Parce qu'il faut éviter les commentaires superficiels. Le vrai fond du problème, c'est que la France n'a pas envie de perdre la face devant ce gigantesque enjeu qui est constitué entre la Chine, la Russie, les États-Unis et la France. Elle veut se présenter comme le partenaire historique le plus indiqué pour conserver la mainmise sur le Cameroun. Voilà l'enjeu principal. Il n'y a rien d'autre derrière. Ce que nous voulons, c'est que le Cameroun devienne un pays véritablement souverain et indépendant, qui va négocier et parler d'égal à égal avec toutes les nations du monde que nous respectons. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Le Cameroun se couche.
Je tiens à rappeler que ce n'est pas la première fois que M. Biya fait allégeance à la France. En 91, sur le perron de l'Élysée, il dit qu'il est le meilleur élève de M. François Mitterrand. Donc, quasiment 29 ans après, il dit exactement à M. Macron qu'il est venu lui rendre compte. Vous voyez, un chef d'État qui dit à son homologue qu'il est venu lui rendre compte. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune espèce de souveraineté, sauf quand ça arrange le gouvernement. Ok. Jean Sémé, justement, ce sommet Russie-Afrique qui a démarré, Jean-Yves Le Drian qui est au Cameroun, que cache la visite de Jean-Yves Le Drian? Bien, d'abord, je crois qu'on ne pourrait pas faire un lien direct entre le sommet russo-africain qui se tient à Souchi et la visite de Comment comprendre donc que le président président ait décliné d'abord cette invitation? Le Cameroun est bel et bien représenté en Russie, je crois. Donc si le président de la République n'y est pas personnellement, je pense que ça s'est réglé sur le plan protocolaire et diplomatique. Donc je ne vois pas un lien entre l'événement qui se tient en Russie et la visite de Jean-Yves Le Drian. D'abord parce que sur le plan protocolaire, c'est deux événements complètement différents. Un ministre français qui vient rendre visite à un président africain et un président russe qui reçoit toute une armada de présidents africains. Donc sur le plan protocolaire même déjà, je crois qu'il y a une différence. Mais également sur les questions d'intérêt. Il y a un calendrier diplomatique ou alors un calendrier bilatéral entre la France et le Cameroun. Mais de l'autre côté, je pense que la rencontre qui se déroule entre le président russe et les États africains, c'est vrai que ça donne l'impression que c'est un bipartisme, mais il s'agit quand même des questions multilatérales qui seront... Pour Edmond Kouyaté, il pense que tout s'est joué à partir du 10 octobre. Non, je ne pense pas, je ne pense pas du tout. Macron et Biya. Non, je ne pense pas du tout, parce que vous savez, les us et coutumes dans les relations internationales ou alors dans les pratiques consulaires et diplomatiques ne se préparent pas à la dernière minute. Elles se font longtemps à l'avance. Et même si on peut observer quand même qu'il y a une concomitance entre les deux événements de Russie et ceux du Cameroun, ça n'explique pas que tout a été fait à la dernière minute. Ce calendrier a été savamment préparé depuis, et je peux vous rassurer qu'il y a eu des câbles diplomatiques qui ont été échangés entre la France et le Cameroun, et il y a certainement eu d'autres échanges qui ont précédé la venue de Jean-Yves Le Drian au Cameroun. Donc, ça ne s'est pas fait à la dernière minute et le sujet est tout à fait intéressant parce que vous questionnez le timing. Donc, ça explique, et vous avez fait tout à l'heure allusion opportunément à ces propos de Jean-Yves Le Drian sur la pression qui ne cessait d'exercer sur l'État camerounais, sur la situation de M. Kamto et sur la crise du Nozo. Donc, mais en même temps, jamais dit que il vient au Cameroun dire que bon, voilà, c'est parce qu'il y a eu ceci, notre pression. Que... Bien sûr, ça me conforte dans ma position. Ça me conforte dans ma position de dire que c'est un calendrier qui a été mûrement préparé et que ce n'est pas le hasard que ce monsieur se retrouve aujourd'hui au Cameroun. Et c'est ça la pratique diplomatique. Il faut préparer afin que les dossiers qui seront évoqués par les deux protagonistes soient des dossiers mûrement réfléchis et leur rencontre ne sera que l'aboutissement de ce qui a été préparé au préalable. Edmond Kouyaté, on annonce la rencontre avec les leaders de l'opposition dont les partis sont représentés à l'Assemblée nationale. Donc on sait qu'il y a le MRC à l'Assemblée, il y a l'UDC, il y a le SDF et tout ça, le MDR. C'est un peu le format habituel, c'est-à-dire que lorsqu'un homme d'État français arrive dans un pays africain, il ne se limite pas seulement à des rencontres au sommet avec le chef de l'État, il fait en sorte également de rencontrer, n'est-ce pas, un certain nombre d'acteurs politiques importants, ceux qui marquent la scène politique. C'est un peu le format habituel, ça on est habitué. C'est vrai que mon ami André Luther trouve que c'est pour aller faire du Congo-Ça, mais ça fait partie, avec Congo-Ça, pour ceux qui nous suivent ailleurs, c'est le commérage, quoi. C'est-à-dire c'est aller colporter, aller médire du pays. Bon, je trouve peut-être pas que ce soit comme ça. Ça fait partie un peu du protocole, c'est-à-dire que la France voudrait avant tout montrer qu'elle est républicaine et qu'elle attache du prix à la démocratie. Et la démocratie ne voudrait pas ce serait pas très des républicains et très démocrates de venir uniquement faire une rencontre au sommet et rentrer, n'est-ce pas, sans rencontrer les autres acteurs politiques. C'est pas contradictoire. Et donc, il est de bon ton, n'est-ce pas, c'est un peu paternaliste, ça. C'est un peu comme un papa qui vient. C'est pour ça que ça a un relent de France-Afrique. Vous voyez un peu, ça a un relent de France-Afrique. Tout ça...
c'est trop paternaliste, c'est comme un papa qui vient voir des enfants qui se bagarrent pour lui dire, toi, c'est quoi ton problème, toi, c'est quoi ton problème, et à la fin, il va leur dire, ben écoutez, voilà comment je pense que vous devez régler ce problème. Je trouve ça assez paternaliste, et donc, comme je disais au Roland de France-Afrique, mais je dis encore, il serait naïf et politiquement, géopolitiquement, s'entend naïf de ne pas faire un lien entre, d'une part, la rencontre à Sochi et puis l'arrivée de M. Le Drian. L'absence du président Biya à Sochi, l'absence du président Biya à Sochi et, n'est-ce pas, l'arrivée de M. Le Drian. Ce serait géopolitiquement naïf, c'est ne pas comprendre les enjeux, c'est ne pas comprendre ce qui se passe. La France aujourd'hui, avec tous les problèmes que la France aujourd'hui a du côté de la Centrafrique, vous savez que ça se complique là-bas, ça se corse un peu. Et je vous ai dit, en géopolitique, il y a des armes fondamentales qu'on utilise. Soit vous avez beaucoup d'argent et puis vous faites marcher tout le monde, soit vous avez la puissance militaire et vous faites peur à tout le monde. Je vous ai dit que la Chine a déjà réussi à damer le pion à la France en utilisant, n'est-ce pas, les finances. Et c'est pour ça qu'elle a gagné plusieurs parts de marché en Afrique. Et aujourd'hui, la Russie vient avec une autre arme qui est, n'est-ce pas, la puissance militaire. Tout le monde sait aujourd'hui la cuisante défaite que la Russie a infligée aux Occidentaux du côté de la Syrie. Ouais. Et puis, il faut savoir que lorsque ça se passe comme ça, il y a des effets induits. On commence à interroger, n'est-ce pas, la responsabilité des uns et des autres, n'est-ce pas, dans la merde qui s'est passée du côté de la Syrie. Et donc, vous avez vu l'attitude, par exemple, d'un homme comme Trump qui dit, moi, je vais retirer mes hommes, restez vous démerder un peu du côté de la Syrie. Donc, c'est un peu très compliqué. Et puis, lorsqu'on demande à la France, dans le concert, n'est-ce pas, des grandes nations, quand on pose la question à la France, qu'est-ce que tu déposes encore sur la table aujourd'hui? Parce que c'est comme ça que ça se négocie. Parce que la seule chose que la France déposait jusqu'à une certaine période sur la table, c'était ses colonies. C'est-à-dire, je contrôle l'Afrique. Si vous voulez arriver en Afrique, si vous voulez, n'est-ce pas, mettre pied en Afrique, moi je suis, n'est-ce pas, l'étrier par lequel il faut passer. C'était un peu comme ça. Mais ça baisse. Et aujourd'hui, tout le monde rappelle à la France qu'écoute, la Chine t'a presque bousculé de l'Afrique et l'Afrique n'a pas besoin, la France n'a pas aujourd'hui envie que la Russie vienne faire pareil en utilisant l'arme, n'est-ce pas, militaire. Vous avez rappelé que le président Biya a signé, n'est-ce pas, une coopération militaire avec, n'est-ce pas, Vladimir Poutine, avec la Russie. Et donc, normalement, le président Biya devait être à ce premier sommet. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui en Afrique centrale, qu'on le veuille ou non, le Cameroun, bon an, mal an, est un peu la mastodonte, n'est-ce pas, en Afrique centrale. C'est lui qui fait le poids. Donc si vous avez le oui du président Biya en Afrique centrale, vous avez le oui de toute l'Afrique centrale. Si vous avez son nom dans des questions géopolitiques en Afrique centrale, vous avez son nom. Vous avez le nom presque de l'Afrique. Donc ça ne peut pas se jouer sans lui en Afrique centrale aujourd'hui. Et donc, n'est-ce pas, en bousculant l'agenda du président Biya pour faire en sorte qu'il reçoive le Drian, vous pouvez me dire quel était l'impératif sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan militaire, quel était l'impératif que le Drian arriva, n'est-ce pas, au Cameroun aujourd'hui, à l'heure où il était confirmé, son arrivée était confirmée en Russie. Quel est l'impératif diplomatique? Quel est l'impératif militaire? Quel est l'impératif économique? Il n'y en a pas. Et donc, il faut comprendre que ça s'est joué après à son arrivée à Lyon. Et puis, vous avez vu d'ailleurs que lorsqu'il se faisait recevoir par Macron, lors de sa rencontre avec Macron, le Drian était juste à côté. Vous l'avez constaté. Et donc, même après que M. Macron se soit glissé, il est resté causer encore un peu longtemps avec Yves Le Drian. Et donc, ça s'est joué à ce niveau. Et donc, l'arrivée de M. Le Drian, que vous le vouliez ou non, géopolitiquement, c'était pour n'est-ce pas, justifier l'absence officielle du président Biya du côté de Sochi. C'est pas vrai. Et j'en sais, mais... Non, je crois que M. Kouyaté se trompe un tout petit peu des terrains sur les questions diplomatiques. Tout à l'heure, je faisais la différence entre la visite d'un ministre qui vient rencontrer un président de la République, qui est à un certain niveau de relations diplomatiques, et un président de la République, je parle de Poutine, qui va rencontrer un groupe de présidents de la République. Ça n'a pas la même valeur diplomatique. Et Serge Alain l'a bien rappelé tout à l'heure, l'invitation avait été adressée au président Biya depuis mars. Donc, je ne pense pas que ces choses se sont faites à la dernière minute. Si vous avez appris un peu les relations internationales, rien ne se fait au hasard. Et il y a eu une chronologie des faits
qui me confortent dans la thèse que ça a été minutieusement préparé. Et M. Jean-Yves Le Drian a fait moult sorties pour dire qu'il suivait attentivement la situation au Cameroun. Tu veux bien? La situation post-électorale et la crise au nord-ouest. Et les faits aujourd'hui nous donnent raison de ce que M. Jean-Yves Le Drian n'a pas très rapidement emballé ses effets pour venir voir le président. C'était minutieusement préparé. Et lorsque vous dites que son agenda qui vient effectuer au Cameroun n'a pas de commune mesure avec ce qui se passe en Russie, vous avez totalement faux. Parce que nous, au Cameroun aujourd'hui, nous avons besoin des partenaires qui soient bilatéraux ou multilatéraux pour résoudre nos problèmes. Et pensez-vous que... Je ne suis pas d'accord avec Georges. Oui, laissez-moi finir. Pensez-vous que ce soit M. Biya ou alors un autre qui est allé au sommet russo-africain, qu'est-ce que ça allait changer fondamentalement? Alors que nous avons des problèmes plus préoccupants actuellement à régler. Et si la France aujourd'hui, veut apporter son assistance technique, son assistance militaire, ou alors venir revisiter les projets qu'elle a fait en partenariat avec le Cameroun, pourquoi voudrait-on que on leur envoie par l'appareil? Donc je pense que vous avez... Nous restons sur des... Il y a une urgence. Parce que les crises que vive le Cameroun aujourd'hui, pour vous, ce n'est pas une urgence. Et lorsque la France veut apporter sa participation ou alors sa coopération, c'est quoi l'urgence? Vous trouvez la crise au Roseau date déjà de 3 ans. Je crois que... Le Cameroun est représenté en Russie. Le Cameroun est valablement représenté en Russie. Et je pense que le président de la République aurait mieux gagné à rester au Cameroun et à régler les problèmes qui nous intéressent particulièrement la crise au nord-ouest et au sud. Ça n'enlève à rien qu'il y a quand même un côté paternaliste. Sur l'agenda politique, il y a un côté paternaliste parce que rencontrer les responsables des partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, ça a quand même un relent paternaliste. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je crois quand même qu'il y a des dossiers bilatéraux très importants qui nécessitent que monsieur Biya reçoive Jean-Yves Le Drian en dehors de ce qu'il y a un sommet russo-africain qui se tient à Sochi. Je crois que l'une des erreurs les plus graves de certains commentateurs politiques ou professionnels, c'est souvent de commencer les choses par la superficialité. En vérité, quand on parle des relations franco-africaines, parce que Edmond l'a bien relevé, il s'agit de continuation des relations france-africaines. Parce qu'en vérité, personne n'imagine un sommet de la francophonie où Biya s'absenterait pour recevoir un ministre russe des Affaires étrangères. Inverser la situation. Il est clair qu'aujourd'hui, la zone d'influence du Cameroun et de la France, c'est l'Afrique centrale. Et en particulier, l'un des pays phares du Golfe de Guinée, qui est le Cameroun. Donc aujourd'hui, M. Biya estime que l'axe Russie-Cameroun est beaucoup moins important que l'axe France-Cameroun, d'où s'y tient son pouvoir. Parce qu'en vérité, il reste convaincu que s'il est encore là aujourd'hui, c'est parce que la France veut bien qu'il soit là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est prêt à sacrifier, n'est-ce pas, la mission en Russie en envoyant un second couteau, plutôt que d'aller, n'est-ce pas, plutôt que de recevoir M. Le Drian. Voilà la vraie question aujourd'hui. Est-ce qu'il allait aller discuter des questions de la crise anglophone en Russie? Non. Alors nous avons besoin de solutions. Tu as dit qu'il était invité depuis le mois de mars 2019. Donc en fait, il devait donner la priorité à M. Poutine plutôt qu'à M. Le Drian. M. Le Drian, et j'irai même plus loin qu'Edmond Kyoté quand il dit qu'il y a une relation de paternalisme. C'est même pire que ça. Le pire chez un État, c'est l'état d'allégeance à un autre État. Il y a une soumission volontaire du Cameroun à la France depuis très longtemps. C'est ça le vrai problème. Est-ce que quand un ministre, si M. Mbela va à Paris, qui sera reçu par qui? Même pas par un préfet. Il faut le dire, il ne sera même pas reçu par un préfet. Alors, M. Le Drian, même pas par un commissaire de police. M. Le Drian vient. Non, quand même. Même pas par un policier. Disons un commissaire de police, bon, pour être un peu gentil. Mais en vérité, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pire que ça. La mentalité d'esclave que nous avons continue à faire croire que M. Le Drian. Vous voyez toujours la question. C'est la question de fond. Il y a une relation France-africaine. C'est clair. Quand vous dites que le président Paul Biya a libéré les leaders Monsieur Meka, sous la pression, c'était sous quelle pression? Aujourd'hui, vous qui êtes panafricaniste, un ministre français des relations extérieures arrive au Cameroun. Ce n'est pas un événement. Il est reçu par le chef de l'État. Est-ce que M. Mbela sera un jour reçu par M. Macron? Citez-moi un seul. Dès lors qu'il est émissaire, représentant du chef de l'État en France, citez-moi dans l'histoire du Cameroun un seul ministre des relations extérieures du Cameroun qui a été reçu par un président français. Ça n'existe pas. Je reviens à vous.
Bonsoir Cédric Noufélé. Dans un instant, le 20h. Au menu ce soir, Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la teneur des échanges entre le ministre français des Affaires étrangères et le président de la République du Cameroun. Une question centrale a préoccupé le ministre français émissaire du président Emmanuel Macron, à savoir le grand dialogue national et ses retombées sur le théâtre de la crise anglophone. Ce soir, en principe, selon le programme officiel, Jean-Yves Le Drian doit discuter avec l'opposition camerounaise et des parlementaires et nous vous présenterons la suite de son programme officiel au Cameroun. Nous reviendrons sur une infrastructure réalisée avec des fonds venant de l'Agence française de développement et également une entreprise française. Il s'agit du deuxième pont sur le Vouri dont les coûts ont été très élevés selon la Banque mondiale et la durée de réalisation de ce chantier a suscité de vives critiques au Cameroun. C'est un chantier que doit visiter le ministre français des Affaires étrangères. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous reviendrons également sur les réalités que vivent les populations à San Mélima, elles qui attendent la construction d'un projet de route qui va jusqu'au Congo-Brazzaville. Jusqu'ici, ce projet n'a pas vraiment pris corps. Quelques kilomètres de bitume ont été observés. Le reste du tronçon reste impraticable. Vous verrez le calvaire des populations dans le journal de 20h. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de 20h pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Madame, monsieur, tout de suite, le 20h de Cédric Noufélé. Sur le volet. Madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonsoir à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous lundi, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de nos quatre invités, André Luther Meka, Edmond Kouyaté, Georges Sémé et Célestin Djamen. On va continuer avec cette action, cette messe d'action de grâce. Rapidement, est-ce que votre séjour, on va le dire comme ça, dans le pénitencier de Kondengui a renforcé votre foi? Vous passiez vos journées à faire quoi? À lire la Bible? Pour cette messe d'action de grâce. Je passais mes journées avec mes co-détenus. Oui. Bien sûr, je suis un grand lecteur, j'adore la lecture. Parmi ces lectures, il y avait bien évidemment la Bible, je ne dis pas le contraire. Je suis fier d'être un grand croyant, un croyant assumé et affirmé. Bien entendu, je suis aussi chrétien, mais disons que ce qui a changé, ce n'est pas le fait que ma foi ait été renforcée. Oui. C'est le fait que je l'exprime davantage, librement et publiquement. Je n'ai pas à en rougir pour cela. Disons que la prison était un endroit extrêmement douloureux, pas seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux qu'on voit en face, pour ceux qui sont là. J'ai eu affaire à beaucoup de co-détenus avec qui nous partagions le préau, la cour de la prison, notamment certains enfants, j'appelle ça enfants parce que c'était des enfants, des gens relativement adolescents, si j'ose dire, et qui étaient dans des situations extrêmement précaires. Par rapport à nous, et aussi les détenus anglophones, notamment je pense aux Amazoniens, comme ils se définissaient eux-mêmes. Et je crois que j'avais moins à me plaindre. Bien évidemment, quand on a une expérience comme ça, elle est d'abord riche d'expériences personnelles. La situation que nous avons vécue pendant 9 mois nous a apporté beaucoup d'éclairage. Sur ce que nous ne savions pas de la prison elle-même, des conditions dans lesquelles ce régime, ce régime fasciste entretient les prisons au Cameroun. Ce n'est pas normal qu'il y ait par exemple dans des prisons au Cameroun des malades mentaux. Alors que le code de procédure pénale prévoit que quand les gens sont atteints de maladies mentales, ils doivent être extraits et mis dans des centres spécialisés. Il y a des gens qui peuvent faire semblant aussi. Hein, non. Il y a des Permettez. Je ne suis pas en train de raconter. Non, je suis en train de dire qu'il y en a qui peuvent faire semblant. Et c'est le médecin qui doit effectivement dire s'il est malade mental ou pas. Monsieur Meka, soyez sérieux. Vous pérorez sur les choses que vous ne connaissez pas. C'est vous qui dites des choses qui ne sont pas exactes. C'est le médecin qui déclare la folie, ce n'est pas vous.
Monsieur Meka, Les quand débats, vous voyez quelqu'un devant vous, vous pouvez très bien, vous avez le nom lucide. J'aimerais que vous soyez lucide, poli en tout cas, je et l'espère. acceptez d'apprendre. Monsieur C'est Meka, le médecin Monsieur qui Meka. déclare la folie, ce n'est pas Monsieur vous. Meka, vous enfoncez une porte ouverte. C'est important de le dire. Quand vous voyez un homme devant vous, vous êtes en même. J'espère que vous êtes encore lucide de définir s'il est malade mental. Vous ne pouvez ou pas. Il peut Maintenant, feindre d'être fou. mais vous enfoncez. Ce n'est pas la société qui Monsieur déclare. Meka, Ce n'est parlez- pas la société qui Monsieur déclare la folie, Meka, c'est le médecin. Ayez un peu de bon Recevez la leçon. Ayez un C'est peu le de bon médecin. sens. Non, c'est le Un médecin. homme- Un homme qui va marcher à moitié. Vous n'avez nu. pas la capacité de juger sur les Monsieur fous. Meka, soyez- C'est le médecin. Monsieur Meka, je peux parler? C'est mieux. C'est Quand mieux de Monsieur- c'est mieux de le Monsieur savoir. Meka, soyez moins ridicule. C'est vous Quand qui êtes vous ridicule. voyez un homme Vous devant n'avez pas vous, la capacité de mais juger si soyez quelqu'un est fou. ne soyez C'est pas le aussi- médecin qui le déclare. Ne soyez pas si ridicule. C'est vous qui êtes Quand ridicule vous quand vous le voyez- dites. C'est vous qui êtes ridicule. Parlez avec lui. Permettez. Non, j'aimerais Il qu'ils se- comprennent il que se c'est le croit, mais je médecin n'ai rien à qui a la comprendre. qualité Mais vous- de juger de la Mais folie Mais d'un vous dites- individu. vous dites André des- Luther, on vous vous a dites- compris. C'est un André sujet de Luther. terminal. Hein. Vous dites- Oui, André Luther, on vous a Qui a compris. capacité à juger de la folie d'un individu, c'est pas André la Luther, société, on c'est vous le a médecin. compris. vous André dites- Luther, on vous a vous compris. dites Je vous en des- prie. je Vous vous en dites prie. des inepties. C'est vous qui dites des Parce inepties. que quand je dis malade mental, il a été reconnu comme tel. Comme Déjà. c'est faux. Comme- Vous étiez là-bas? C'est faux. Vous étiez là-bas? C'est parce que je l'ai dit que vous étiez êtes là-bas? en train de le Vous étiez dire. là-bas? Ok. Bon, voilà, un autre Et sujet. puis, pour terminer, je voulais dire que moi, je vois des choses, je vis des choses. Qu'un homme normal devant vous, vous le savez. Qu'un homme déraisonne, vous le savez également. Un homme normal. Célestin Djamel. Il faut un médecin. Ce n'est pas l'individu qui a la capacité de dire, c'est un médecin. Je vous en prie, Monsieur je Djamel, reviens à vous. c'est un médecin. Edmond Kouyaté, on a appris aujourd'hui la dynamique d'Albert Nzongan qui rejoint comme ça. C'est phagocyté par le MRC. Réaction. Ma réaction, c'est que je crois qu'on a réussi à donner encore de l'étoffe, de l'épaisseur à certaines personnes qui, sur le plan politique, avaient suffisamment perdu. Je crois qu'avant la prison, n'est-ce pas, avant l'embastillement d'Albert Nzongan, je crois que son parti et lui-même n'avaient plus, n'est-ce pas, l'étoffe nécessaire pour rassembler, n'est-ce pas, une dizaine ou une vingtaine de personnes, et qu'aujourd'hui, nous l'avons vu du côté de Bawang, quand il est sorti de prison, il a réussi à rassembler quasiment tout le village. C'est peut-être ce qui l'a motivé, n'est-ce pas, à comprendre qu'il gagnerait, n'est-ce pas, à être davantage lié au MRC. Et je crois qu'il a annoncé, n'est-ce pas, sa candidature lors des prochaines élections locales. Et donc, je crois que son embastillement a contribué à lui donner encore beaucoup d'épaisseur politique. Et aujourd'hui, c'est grâce, n'est-ce pas, à son rapprochement avec le MRC. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas surpris de constater effectivement qu'il veuille, parce que son parti politique, n'est-ce pas, lui-même n'avait pas déjà d'ancrage quelque part, on ne connaissait même pas son fief. Monsieur Nzongan, avant, n'est-ce pas, le MRC n'avait pas réussi à nous rassembler une foule de, je sais pas, 200, 300, 500 personnes et au-delà. Ça veut dire que son parti politique, sur le plan, n'est-ce pas, je vais dire sur le plan pratique, ne portait pas. Et donc aujourd'hui, avec le capital politique qu'il a développé autour du MRC, autour de la personne premièrement du professeur Maurice Kamto et, n'est-ce pas, autour du MRC, c'est normal qu'il fasse fusion, qu'il fasse disparaître son parti qui, je le dis encore, ne portait pas déjà, et qu'il rejoigne le MRC qui, assurément, lui permettra d'avoir un poste électif lors des prochaines élections locales. Jean Sémé, un autre allié qui fait parler de lui ces derniers temps, lui, c'est Paul-Éric Nguer, MPCA. Parce que pendant que Albert Nzongan, lui, décide de se fondre dans le MRC, Paul-Éric Nguer, lui, se pose en s'opposant au MRC. Oui, la posture de Paul-Éric Nguer est extrêmement ambiguë. Parce qu'un temps, on le voit très pro-MRCiste, mais après, il a un autre discours, un son dissonant qui nous laisse un tout petit peu perplexe. Mais je crois quand même qu'il reste encore droit dans ses bottes en tant qu'allié du MRC. Et je crois quand même savoir qu'il y a quand même des fondamentaux qui ont scellé cette alliance entre le MRC et le parti de Paul-Éric Nguer en ce qui concerne la présidentielle. Maintenant que la présidentielle est finie, on va certainement passer à d'autres joutes électorales. Et je crois que les différentes sorties de Paul-Éric Nguer, c'est sa façon à lui d'interpeller M. Kamto sur ses obligations futures sur les autres élections qui vont se présenter en tant qu'allié. Et il fait de la surenchère, et ça c'est du Paul-Éric Nguer. Et sur l'aspect Nzongan, je suis parfaitement d'accord avec Edmond qui dit que
il se fait une seconde vie. Parce que la dynamique n'existait plus pratiquement et peut-être même ces militants se comptaient sur le doigt de la main et je me souviens même plus du score qu'il avait. Pourquoi vous le dites pourquoi J'ai couvert la campagne de M. Nzonga en 2013 parce qu'il était candidat à l'élection présidentielle 2013. Et je vous parlez de 2013. J'ai vu plus de Ben Skinner à qui on avait donné un peu d'argent pour l'accompagner que des véritables militants. J'étais là. Et c'était au stade de la réunification de Bépanda. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de militants, mais je crois qu'il s'agit d'un calcul politique savant qui va lui permettre de plus gagner de ce on a vu sa sortie, MRC. On a vu sa sortie à Bawan. Vous n'allez pas dire que ceux-là c'était les conducteurs de moto. Oui, il y avait les. Ça veut dire que c'est des gens qui croient quand même en village. Il y avait les frères du village, il y avait les militants du MRC, mais ça ne veut pas dire que c'est l'électorat de la dynamique. Mais je crois donc que cette fusion, il en bénéficiera, plus que le MRC n'en bénéficiera. Mais il s'agit d'un calcul stratégique, un calcul politique, et peut-être en sortira-t-il avec, pourquoi pas, un siège de député ou alors de maire, parce que l'homme politique Kamto aujourd'hui ne se vend plus pratiquement. Ok. Pas Kamto, je vais dire Nzonga, excusez-moi. Oui, André Luther Mega. Oui, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on a de l'ampleur ou qu'on sort de prison, et qu'on dit on est super puissant, je crois qu'on crée son parti politique puisqu'on a un capital politique. Parce que pour avoir un capital politique, il faut créer son parti politique, il ne faut pas faire des alliances. Ou encore, il ne faut pas faire une fusion. Donc, en faisant la fusion, c'est la faillite, effectivement, de Albert Zongan. C'est j'allais dire même l'éradication même de son rayonnement politique en tant qu'individu. Donc, il va se fondre à ce qui peut-être est plus fructueux. Mais par rapport à Paul-Éric Ngué, je crois qu'il est plus intéressant parce que monsieur on a vu Jean-Michel Nitieux se fondre dans le SDF. Et vous savez on parle SDF dans le littoral. Donc j'étais en train de dire que Paul-Éric Ngué est plus intéressant parce que Paul-Éric Ngué stigmatise, comme tous les Camerounais, n'est-ce pas, l'extrémisme. Il traite même, n'est-ce pas, les militants du MSC de néo-talibans. Et d'après les informations qui nous parviennent, il se peut qu'il y a des ventes des investitures au niveau du Mongo. C'est-à-dire conseiller municipal 3 millions, député 10 millions, et vous avez des 5 millions. Donc, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'un homme politique... Non, André Luther Meka, vous venez d'avancer des chiffres. Vous me laissez parler. Je vous jure. C'est quand même... Non, je suis en train... Est-ce que vous pouvez accepter qu'on fasse ça du RDPC? Peut-être vous pouvez accepter qu'on dise que des gens sur un plateau disent que bon... Peut-être que vous voulez parler à ma place. Hein. Non, je veux savoir si vous pouvez accepter que l'on dise ça de votre formation politique. Vous avez quel élément pour l'affirmer? Vous pouvez accepter? Vous avez quel élément pour l'affirmer? Aucun élément. Je suis donc en train de dire que rien du tout. Quand vous voyez un homme politique commencer, n'est-ce pas, à critiquer l'alliance et à pouvoir mettre en doute un certain nombre de choses qui tournent autour du parti. Ça veut dire que ce qu'il dit est vrai? Et les informations qui nous parviennent effectivement, c'est que dans son fief du Mongo, il y a des ventes des investitures et c'est ce qu'il a hérité pour commencer déjà à mettre en doute le MRC. Et c'est pour dire à tous les Camerounais que à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, le RDPC sauve les Camerounais de la catastrophe. Parce qu'au-delà de ce que vous voyez, qui est déjà une sorte de marché des places dans le MRC, je tiens à rappeler aux Camerounais également qu'il y a la vente des cartes pour des visas et des exils qui sont également traficotés par le MSC. Donc c'est un parti qui a pratiquement un banditisme politique. Je vous laissais parler tout à l'heure. Je vous laissais parler tout à l'heure. Sur quel fondement vous je suis en train de dire qu'il y a des ventes de cartes pour des trafics? Mais c'est connu. C'est connu. Je dis bien dans le monde. Et c'est ça qui amène à pouvoir remettre en cause cette alliance. Arrêtez de dire les âneries. Justement, Célestin Jamène. Monsieur Jamène, ça n'a pas de sens. Monsieur Jamène, vous êtes dans un parti, qui fait un trafic d'investiture. Vous avez le courage de venir faire la morale, le RDPC? Mais c'est incroyable. C'est vous qui faites problème. Voilà vos alliés. La prison de Konangui est pleine de militants. À vous dénoncer, dénoncer le commerce que vous faites au sein du parti. Parce qu'il a déclaré, c'est vrai. Mais c'est vrai, puisqu'il est dans la coalition, il est dans le directoire, il sait ce qui se passe. Donc puisqu'il est dans la coalition, c'est vrai.
Mais c'est vrai Vous avez qu'il les éléments? il est intégré dans le directoire. Mais intégré me dit que c'est vous vrai. vendez les places. Mais intégré me dit que ce qu'il dit est vrai. Bien sûr. Bien sûr, ça Parce veut qu'il dire a quoi? fait, il dit qu'il Mais a ça n'a fait, pas de il dit sens. qu'il a fait la prison. Il dit. Permettez à Célestin Jamin veut dire qu'on vend des pauses dans le Et il mouvement. connaît le MRC. Mais arrêtez vos histoires. ça n'a André pas de Luther sens. Meka, Il se dit permettez communicateur. à Célestin Jamin de... Alors, il y a cette moi, je n'ai pas fusion-absorption. Moi, Oui, terminez, non, permettez. Allez-y, donc, Je n'ai André pas Luther. fini. Donc, j'étais en train de dire que, pour conclure, que Paul-Éric Kingué a certainement des griefs Ah, c'est certainement même. contre le MRC. Et ces griefs partent du fait qu'on veut embastiller son champ électoral, son fief, par la vente des investitures. Et c'est ce qui crée cette dissension entre M. Paul-Éric Kingué et le MRC. Et il faut que les Camerounais le sachent, que quand vous vous engagez dans un parti, il faut savoir quels sont les soubassements de ce parti. Et c'est pour ça que je dis toujours aux Camerounais qu'il faut toujours connaître un parti en profondeur avant, n'est-ce pas, de vous y mettre. Et voilà les conséquences qui arrivent avec M. Paul-Éric. Ok, qui Célestin va certainement faire d'autres Jamin. révélations. Célestin Jamin, qu'est-ce qu'il en est exactement? Déjà connaissons- sur l'absorption-fusion, la dynamique dans le MRC, ensuite cette sortie très controversée de Paul-Éric Kingué. D'abord, je crois que M. Zongan, c'est un choix qui est souverain. Il a le droit de prendre la décision de dissoudre son parti et de le fusionner avec le parti qu'il souhaite. En l'occurrence, c'est le cas avec le MRC. Donc, je n'ai pas à commenter sa décision. Oui. Tout chef de parti a le droit, pour les raisons qui lui sont propres, ou pour les raisons stratégiques, je n'en sais trop rien, de dissoudre son parti pour se fusionner avec l'autre parti. Il n'y a rien d'anormal à cela. Donc maintenant, livrez-vous à des commentaires si vous voulez, ça vous engage. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que pour le cas Paul-Éric Kingué, le Mungo, il y a des militants, il y a des structures MRC dans le Mungo. Le MRC, tout le monde le sait depuis maintenant pratiquement 5 ans, est particulièrement bien implanté dans le Mungo. C'est faux. Le MRC est particulièrement C'est faux. bien implanté dans le L'alliance Mungo. s'est passée parce Donc, qu'effectivement, Paul-Éric Kingué... mais monsieur Meka, mentir. arrêtez de perdre votre bon sens en permanence. Quand même. C'est vous qui dites Moi, je des m'inquiète sur contre-vérités. votre état de santé intellectuelle. Bon, ce que je veux dire, André c'est Luther, que mais permettez. Vous êtes sûr le que vous êtes MRC, sûr que vous le êtes- MRC, André arrêtez Luther, je de vous en pérorer prie. comme un roquet. C'est vous qui pérorez. Arrêtez de Aujourd'hui, pérorer vous comme êtes un en train de roquet. démontrer que Mais Paul-Éric Kingué n'a pas André je suis Luther, en André train de Luther. dire. Permettez à Mais c'est Célestin. très mal fait. Je suis en train de André Luther, dire. permettez à Je Célestin suis Jamin en- de parler aussi. Arrêtez de vous agiter, vous êtes dans la panique comme votre Vous parti. êtes partenaire On de connaît les Paul-Éric Kingué. Aujourd'hui, soubassements. vous voulez démontrer Mais qu'il n'a pas arrêtez de de vous fief. agiter. Hein? L'agitation n'est pas le signe de bonne santé, quand même. Arrêtez de prendre des Camerounais pour des. En tout cas, il prendra acte. Alors, de ce je que suis vous en dites. train de vous dire que le Mungo est un département où le MRC est particulièrement bien implanté. Plus que Paul-Éric Et Kingué. si le directoire Plus que pour les décide d'aller aux élections, ce à quoi je crois, évidemment, nous aurons des candidats dans tout le Mungo. Bien évidemment, il a été à un moment donné l'alliance alliée du MRC, parce qu'en vérité, que veut dire alliance? L'alliance, c'est en fonction d'une échéance électorale. La campagne 2018 est terminée. On peut bien sûr vouloir ou non renouveler l'alliance. Il n'y a pas d'alliance permanente. Le MRC aura des candidats dans tout le monde et on gagnera. Bien entendu, par une espèce d'élégance républicaine ou partisane, ou on va dire des alliés, on peut éventuellement ne pas avoir de candidat à Pédia, puisqu'il en est l'ancien maire. Donc c'est une question d'élégance, on va Il dire, apprécierait. politique. Mais le Mungo, il est inconcevable qu'on pense un instant que le MRC n'aura pas de candidat s'il y a élection dans le Mungo. Ça n'a tout simplement pas de sens. Nous aurons des candidats, et non seulement nous aurons, mais nous gagnerons. Parce qu'aujourd'hui, le MRC est le seul parti au Cameroun, je parle sur les faits des statistiques depuis les dernières élections présidentielles, qui soit en termes de résultats, en termes de statistiques, en termes de militants, en C'est termes faux. d'adhésion, implantés dans tout le Cameroun, et en particulier dans le C'est littoral. faux. Nous C'est avons faux, gagné, ça. Non, nous c'est avons faux, gagné c'est faux. dans le littoral. C'est faux. Donnez-moi le parti, en dehors du parti, Avec un seul député. donnez-moi un seul parti, À en l'Assemblée dehors de ce nationale. parti administratif C'est qu'on faux. appelle le RDPC, qui soit aussi bien implanté dans le Mungo que le MRC. Donnez-moi un seul parti. Je vous mets au défi. En dehors de l'administration Mais qui pourquoi s'appelle. vous n'avez pas des Donnez-moi Dans le un seul. Mungo, oui, bien Donnez-moi. sûr. Dans Le le MRC, bien Mungo sûr. comme ailleurs. Oui. Je Mais mets c'est à tous les côté, candidats je mets à aussi, côté quand même. Georges Sémé, le RDPC,
qui est l'administration. Ce n'est pas un parti politique, c'est l'administration. Parce que tout le monde, jusqu'au sous-préfet, sont RDPC, c'est l'administration. Donnez-moi en dehors de ce cas. Vous avez la liste des membres du sous-préfet qui ont donnez-moi, je dis ce qui est vérifiable, monsieur Luther Meka. Vous pouvez donnez-moi en dehors du RDPC, parti administratif, un parti au Cameroun qui soit aussi bien implanté dans le Mungo. Mais vous n'avez pas d'élus dans le Mungo. Pardon? Vous avez des élus, le MRC a des élus dans le Mungo. Le MRC était aux élections en 2013, vous comprenez? Et vous savez ce qui s'est passé un an après. Je vous pose une question. Attendez. Le MRC a les élus dans le Mungo. Écoutez, nous avons participé à 2 élections depuis notre création. On est l'un des partis les plus jeunes du Cameroun. Non. Mais le plus. Mais c'est la jeunesse. Vous savez que vous êtes mais non, c'est des faits, c'est des faits. Mais par quelle alchimie, mais bien entendu. Statistique. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'alliance ne peut être permanente. Nous serons des candidats dans le Mungo, dans tout le Mungo, s'il le faut. Dans tout le Mungo. Donc, qu'on arrête de faire du chantage sur le MRC. Le MRC est un grand parti. Le premier en termes d'adhérents au Cameroun. Donc, comment un parti quasi inexistant comme le parti... Sur quelle statistique sans élus? Attendez, monsieur. Permettez, je suis en train de vous dire. Mais il dit des âneries. Sans élus, il est bien implanté. Aujourd'hui, il est aisé de constater qu'en termes d'adhérents, donc d'électeurs potentiels, le MRC est le seul parti au Cameroun, dans les partis du Cameroun, qui peut prétendre avoir la majorité des suffrages. Mais ce n'est pas faux, c'est une réalité. C'est faux. Merci. Jean Sémé, je vous en prie, Jean Sémé, l'élection présidentielle est passée, les alliés sont libres de continuer ou bien de faire chemin à part, on va le dire, continuer avec la principale formation ou bien de continuer tout seul. Exactement, c'est comme Célestin l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu une élection présidentielle où M. Kamto s'était entouré d'un certain nombre d'acteurs politiques et avec qui ils ont pris certains engagements. Et comme il a encore dit, l'élection présidentielle est terminée, il faut passer à autre chose. Et je pense que c'est dans cette dynamique que se situe Paul Kinguet qui veut avoir une certaine clarté sur le partenariat politique qu'il a avec M. Kamto. Mais il a sa façon de le revendiquer. Mais je pense que lorsqu'on a fait déjà un chemin sur une élection présidentielle aussi importante que celle-là, on devrait quand même avoir de la contenance politique et on devrait raison garder afin de revenir, pourquoi pas, sur la table et évoquer les points sur lesquels on peut rediscuter en vue de franchir les prochaines échéances électorales. Mais lui, il a plutôt choisi soit les réseaux sociaux, soit certains plateaux de télévision. Je crois que c'est une façon très inélégante de traiter des questions politiques importantes. Mais, comme je disais, c'est du Paul-Éric Kinguet. Et on espère que M. Kamto, qu'on connaît, un homme assez posé et réfléchi, il va pas arbitrer, il saura rappeler peut-être une fois de plus M. Paul-Éric Kinguet afin de revoir les clauses de leur contrat politique qui était en vigueur pour une certaine période, mais qui ne vaut plus pour la période électorale qui s'annonce d'ici 2020. Maintenant, ce sont de grands hommes politiques et je crois qu'ils sauront certainement trouver un modus vivendi afin de se partager certains territoires électoraux face à cette déferlante quand même du RDPC qui est, contrairement à ce que dit Célestin Djamel, le seul parti encore qui est présent sur toute l'étendue du territoire camerounais. Et de mon côté, Albin Zongan, lui, il a compris, il a vu les choses autrement. Il a compris qu'il faut faire chemin avec dans le MRC. Non, il me semble qu'il y a quand même des choses qu'il faut corriger. Oui. Dire que le Mungo qui va de Melon jusqu'à Dibombari, c'est le fief du RDPC. De Paul-Éric Kinguet. Il me semble que c'est exagéré quand même. Maintenant, il dit qu'on doit lui laisser le Mungo. C'est ce que j'ai dit. Djombe, il ne laisse pas le Mungo entièrement. Mais la localité de Djombe et Penja. Maintenant, dire que il a dit qu'on vend les places. Dire que il faut le dire. André Luther, vous me permettez, j'ai la parole, je vous en prie. Donc, dire que Paul-Éric Kinguet a pour fief, n'est-ce pas, Djombe Penja, ça c'est incontestable. Djombe Penja, c'est son fief. Alors, maintenant, ce que je pense, et là je rejoins Georges, c'est que je crois qu'il a manqué un peu d'élégance politique de venir sur, n'est-ce pas, la place publique, essayer de décrire un certain nombre de choses. Je pense que
vous et moi ne connaissons pas la nature de l'alliance, en fait, le fond du contrat qui le lie au MRC et au président Kamto. Et si tant il est qu'il a vu des choses venir, c'est un homme politique, c'est normal, l'homme prudent voit le mal de loin. S'il a vu le mal venir, je pense qu'il était, pour moi, judicieux de se rapprocher du professeur Kamto et d'essayer de... Comme cela a été le cas lors de la présidentielle. Comme cela a été le cas lors de la présidentielle, parce qu'un contrat que vous avez discuté sous scène privée, personne ne connaît le contenu. Je crois que c'est quand même un peu, c'est pas très sain, c'est pas très élégant de venir, n'est-ce pas, déballer ça comme ça sur la place publique. Et donc, je pense qu'il aurait pu se rapprocher. Lui, d'après lui, cette alliance s'étend jusqu'aux élections locales. Nous ne savons pas, je ne peux pas discuter de ça, j'ai pas lu le fond de ce contrat. Mais si c'est le cas, je pense que ce serait mieux de se rapprocher, n'est-ce pas, de son allié, le professeur Kamto, pour qu'il discute également et qu'il voit dans quelle possibilité ils peuvent affronter les autres partis. Parce que le danger, c'est quoi? C'est effectivement de lui laisser tout le Mongo. Je crois qu'il y a 18 mairies dans le Mongo, c'est de lui laisser tout le Mongo et de décourager les militants du MRC qui peuvent refuser automatiquement de se reporter sur lui, de les décourager et de laisser dans le terrain libre aux autres partis politiques, notamment le plus puissant d'entre eux, qui se veut être le RDPC et aussi le SDF, parce qu'il faut dire que le maire de Loum, c'est un maire SDF, monsieur Kouyaté Wabo, c'est un maire SDF. Donc, si aujourd'hui le MRC recule en disant bon, j'ai laissé tout le Mungo à Paul Rikingé, ça risque d'être une erreur politique. Inimaginable. Mais par contre, ils peuvent s'entendre pour présenter conjointement des candidats, que ce soit au municipal ou au législatif, au régional. Je crois que c'est un jeu politique qui peut se faire. Et c'est pour ça que je dis, cette manière d'ébruiter ça comme ça, cette manière de le faire avec beaucoup de tempêtes, parce que vous voyez un peu, par exemple, mon ami André Luther lui prête des propos qu'il n'a pas tenus. Parce que je ne suis pas sûr que si Paul Rikingé devait redire les choses, il le dirait exactement de la manière dont André Luther est en train de le dire, genre on a vendu à 10 millions. Ça, je ne l'ai pas entendu de Paul Rikingé. Il a dit qu'il aurait entendu, qu'il aurait ouï dire. Il n'était pas dans l'absolu affirmatif. Il dit j'aurais entendu dire. Il est au conditionnel. Et donc lui-même n'a pas d'éléments, n'est-ce pas, factuels pour dire que ça s'est passé comme ça. Et donc venir verser dans l'affirmatif absolu, je ne pense pas que, à moins que vous ayez d'autres informations qui ne soient pas les mêmes reçues par Paul. Là où tu as raison, Edmond, c'est qu'en fait, concernant le Mungo, ce n'est le fief. Ce n'est le fief de personne. C'est la chasse gardée de personne. Voilà. Maintenant, dans les faits, on voit bien le dispositif, on voit bien les installations, on voit bien le déploiement du MRC depuis un certain temps dans le Mungo, qui est incontestable. C'est vérifiable par Georges Sémé, par Serge Anayotou, par n'importe qui dans le Mungo. Et donc, je dis que le MRC ne donnera le Mungo à personne. Le MRC est un parti suffisamment implanté. On ira aux élections. Et sur les 18 mairies, on en aura au minimum l'alliance entre Paul Rikingé et le MRC est terminée. S'il y a alliance, Edmond l'a dit, il y a des moyens, des canaux privés pour se parler. Merci, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci Jean Sémé d'être passé, merci Edmond. Merci. Voilà, merci André Luther Meka, merci Célestin Diamène. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Bonsoir Moby Guinness, bonsoir Njombe Pincha.